Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un second point lecture sur mes lectures de juin. Je suis contente, je suis à jour dans mes points lecture. Je le suis peut-être un peu moins dans mes chroniques écrites sur Instagram. Bon, d'ici à ce que vous ayez la vidéo, peut-être que ce sera un peu rétabli. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas mal de retard. Je remonte un petit peu là. Hop, voilà, c'est un peu mieux. Voilà, donc on va pas tarder à commencer. Sinon, comme d'habitude, je vous dire où j'en suis un petit peu dans mes lectures, mes films, tout ça que je regarde en ce moment. Alors quand vous allez avoir la vidéo, j'aurai lu le livre depuis longtemps, parce que là je suis en avance sur mes vidéos, et je préfère avoir un peu d'avance parce qu'au mois d'août, je vais avoir les enfants. Et on va certainement partir en vacances aussi, donc évidemment je vais avoir du mal à tourner une vidéo, puis je vais pas avoir trop le temps pour vous dire de tourner une vidéo et de me balader avec tous mes livres pour faire des points lecture ou et encore moins des boucoles. Donc en ce moment je suis en train de lire Enfin Paternoster de Julia Carne. Celui-ci je l'avais acheté, j'en avais beaucoup entendu parler, c'est aux éditions de L'Homme sans nom. Vous l'avez certainement vu passer aussi sur les réseaux sociaux ou sur Booktube. Voilà, donc j'avais hâte de le lire. Il est très court, en plus de 152 pages. Là, j'approche des 200 pages, donc normalement, je devrais le boulotter pour ce soir, quoi, parce que ça se lit très bien. J'aime beaucoup la couverture en plus, puis alors le jaspage violet comme ça, puis le double visage de l'héroïne d'Anna. C'est assez particulier. Enfin, voilà, si vous avez vu un petit peu de chronique sur ce livre, vous savez qu'elle va rencontrer un homme qui n'est pas du tout de la même condition sociale que elle. Elle va aller dans sa famille. Et c'est vrai qu'on ressent un certain malaise et on sent qu'il y a des secrets. Enfin, le début déjà est assez mystérieux. Voilà. Bon, je vais pas trop en dire parce que je crois qu'il faut pas trop en parler de ce livre en même temps pour pas. Enfin, s'il faut en parler, mais pas trop rentrer dans les détails pour pas spoiler. Sinon, au niveau film, j'avais terminé un monde sans fin que j'avais trouvé en DVD en médiathèque et que j'ai beaucoup aimé. Je vous ai fait ma chronique sur Instagram d'ailleurs. Donc là, on est au 14e siècle, si je me souviens bien, dans une ville fictive. Alors, il y a comment le roi Édouard II, en fait, qui était en guerre contre sa femme et son fils. Et il vient de perdre la guerre, pour resituer un peu historiquement. Je ne sais plus si je vous ai dit que c'était en Angleterre, donc c'est en Angleterre. Et voilà, il vient de perdre la guerre, donc il dépose sa couronne au pied de son fils ou sur la tête de son fils, je ne sais plus, qui va devenir le futur Édouard III, qui est quand même assez connu en Angleterre. Sa mère, c'est Isabelle de France, c'était donc une Française. Ce qui va déclencher des problèmes derrière, ce qui va enclencher en fait la guerre de 100 ans, puisque lui, il n'y a pas d'héritier direct pour le trône de France. Et le roi d'Angleterre peut très bien, puisqu'il est le seul héritier, le seul descendant voilà, ayant du sang français. C'est le seul des Capétiens, si je ne dis pas de bêtises. Capétiens, j'ai peur de vous dire une bêtise, hein, parce que les cours d'histoire sont un peu loin. Donc lui pourrait demander la couronne. Évidemment, la France n'est pas d'accord, ce qui va enclencher cette fameuse guerre de 100 ans. On va traverser aussi la peste noire, c'est en 1347, je crois exactement, qui a fait des milliers de morts voilà, dans toute l'Europe. Et à côté de ça, on va suivre des petites gens dans cette ville de Knightsbridge, je crois, où il y a une cathédrale. On va suivre plusieurs personnages dont c'est... Alors attention, parce que moi et les noms, vous savez que c'est Caris. Son père est marchand, elle est amie avec une guérisseuse, elle aimerait être médecin, elle rencontre un jeune homme qui est lui fils de noble, mais évidemment ils vont avoir plein de problèmes qui vont les empêcher d'eux, voilà, parce qu'ils vont se retrouver pris entre deux feux avec la guerre qu'il y a eu entre Édouard II et le futur Édouard III. Elle, c'est une femme, donc voilà, déjà, elle est mal barrée. Voilà, on voit qu'on est vraiment en plein Moyen-Âge, c'est-à-dire que c'est très dur parce que les petites gens ne sont rien. Ils sont, enfin même les nobles, hein, parfois ils prennent un peu cher aussi parce que voilà, ils étaient dans le mauvais camp. Vous avez les gens du peuple, ils sont rien pour les nobles, hein, donc on leur brise les jambes, on les torture, on les tue, voilà, tout va bien. Les femmes, c'est encore pire parce que même les hommes du peuple les maltraitent. Donc c'est vrai qu'on voit la condition des petites gens et notamment des femmes et c'est très dur. Et à côté de ça, il y a des beaux personnages féminins. Il y a notamment celle qui joue dans
je sais si vous la reconnaissez, Cynthia Nixon qui jouait dans Sex and the City. Ça fait drôle de la voir dans un rôle voilà, où elle est en costume. Et elle joue un personnage féminin assez redoutable. J'avoue que c'est assez perturbant d'ailleurs. Mais voilà, c'est bien fait, c'est prenant, c'est dur, hein, c'est très violent par moments. Voilà, notamment sur les femmes. Euh, et ça m'a donné envie parce que c'est tiré du roman de Ken Follett, hein, du même nom. Ah, c'est vrai que moi j'avais déjà vu Les Piliers de la Terre, j'avais déjà vu la série, ça m'avait donné envie de lire le roman, je l'avais lu. Là j'avoue que j'ai très envie de lire Un monde sans fin, mais vu le paquet de livres que j'ai déjà à lire, je me suis dit, je l'ai à la médiathèque, donc je suis pas obligée de l'acheter. Mais vu que voilà, j'ai déjà plein de livres à lire, je me suis dit, c'est encore une bricasse, donc ça va être un petit peu compliqué. Voilà, sinon j'ai fini aussi Abyss, le téléfilm qui passe sur, enfin la série TV qui passe sur France 2, qui est aussi tirée d'un roman. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait on voit les créatures de la mer, alors que ce soit des crustacés, des crabes, des méduses, mais alors après aussi des baleines, des orques, tout ça qui se rebellent. Les 4 premiers épisodes étaient pas mal, les 4 derniers un peu plus longs j'ai trouvé. Et il y a à part, voilà, les fins d'épisodes sont à chaque fois assez, ça finit sur un cliffhanger, c'est assez prenant, mais sinon c'était un petit peu plus long. Donc on va suivre plusieurs personnes qui vont assister à ces changements. Donc ça se passe au Canada, ça se passe. Alors on voit un peu dans tous les pays, mais les personnages principaux qu'on va retrouver, il y en a un qui est au Canada, on a une Française qui est jouée par Cécile de France, on a des scientifiques en Norvège. On a une jeune scientifique aussi qui a fait une bévue, donc elle s'est retrouvée un peu isolée sur les îles Shetland en Écosse, mais qui va se retrouver mêlée à tout ça. Voilà, donc on a plusieurs personnages comme ça qu'on va suivre. On va suivre aussi un Japonais qui est milliardaire et qui a décidé de mettre une partie de son argent à la défense de la nature et notamment des fonds marins, hein, puisque les fonds marins sont complètement abîmés par la pêche extensive. Enfin voilà, c'est vrai qu'on voit des images assez affolantes et qui sont réelles en plus. Et voilà, donc il y a la rébellion de la nature, mais apparemment il y a autre chose derrière. Donc sur le programme télé, c'est pas marqué saison 1. Donc je me suis dit, voilà, il y aura 8 épisodes et c'est fini. Et ça se termine d'une façon, je me dis, mais ça peut pas se finir comme ça. Surtout sur un truc qui arrive à un des personnages. Je me suis dit, ça appelle forcément une suite, mais je sais pas, il n'y a rien qui est dit, il n'y a rien qui est. Bon. Alors, là, j'ai un peu une frustration quand même, parce que je me dis, s'il n'y a pas de suite. Alors, je pense que j'essaierai de trouver le livre pour. Apparemment, le livre est aussi une bricasse, donc. Je verrai bien, mais je pense que je vais lire le livre pour en savoir davantage et voir comment c'est traité, parce que souvent il y a des changements entre l'adaptation et le livre. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire aussi si vous avez suivi cette série, si vous avez aimé. Je sais que certaines personnes l'ont trouvée un petit peu longue, et c'est vrai que dans les 4 derniers épisodes, c'est encore plus long que les 4 premiers. Donc bon, à part quelques moments où on sent la tension qui monte, mais voilà. Bon, sinon je vais quand même commencer à vous faire mon point lecture. Je vais commencer avec les 2 romans que j'ai lus coup sur coup de Pascal Marmé. En fait, j'avais gagné lors d'un concours Exécution donc de Pascal Marmé aux éditions M+. Je suis en partenariat aussi avec M+, mais je ne reçois pas tous les livres et de toute façon je ne pourrais pas tous les lire. Donc à un moment, il faut aussi dire stop parce que c'est pas très, très raisonnable non plus de dire oui, je prends un tel, puis je le lis pas. Mais celui-ci, j'avais gagné lors d'un concours, je ne l'avais pas encore lu et l'auteur m'a contacté pour m'envoyer son dernier qui est Commandant François Chanel. Donc on trouve le même personnage et la même équipe de policiers dans les 2 romans. Il a même écrit un premier roman en fait qui s'appelle Tiré à 4 épingles avec ce personnage de commandant François Chanel. J'ai l'impression que ça n'a pas été réédité. J'ai vu qu'il était dans une maison d'édition, parce que je crois que c'est au début, c'est noté que c'est pas réédité. Et j'ai l'impression que M+, ne l'a pas forcément repris et réédité. Mais ça n'empêche pas de lire, voilà, Tiré à 4 épingles. Alors c'était aux éditions Michalon, c'est marqué épuisé. Et voilà, M+, c'est marqué exécution seulement, donc je pense que malheureusement, il n'a pas été réédité. Mais les histoires se lisent séparément, il y a pas de souci, vous pouvez les lire. C'est pas trop spoilant non plus sur la vie perso voilà, du personnage, donc
Donc ça va. En fait, on va se retrouver en plus, ça se passe il y a plusieurs années, celui-ci c'est 2016. Donc c'est avant que la police ne déménage du mythique 36 quai des Orfèvres à l'heure actuelle, lieu qui est, c'est toujours au 36 mais rue du Bastion, donc maintenant ils surnomment ça le Bastion. Voilà, donc on se retrouve au quai des Orfèvres, et puis c'est vrai que ça donne un petit coup de nostalgie. Je sais pas si vous avez vu le film 36 quai des Orfèvres de Olivier Marchal, où voilà, vous avez une histoire de flics comme ça, avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, de flics pourris. C'était vraiment une très belle, assez dur, assez noir, mais une très belle. J'avais beaucoup aimé ce film. Et c'est vrai que c'est resté assez mythique quand même, ce 36 quai des Orfèvres. Donc voilà, l'auteur a situé l'action de ses deux romans avant qu'il déménage. Il explique aussi au début du roman qu'en fait, il a rencontré par hasard un officier de police qui, bon, bien sûr, il ne va pas donner son nom, hein, il garde l'anonymat, et qui lui a expliqué un petit peu comment ça fonctionnait, et lui a raconté des histoires, tout ça. Donc, c'est sympa. J'aime beaucoup la plume de l'auteur. Je trouve dans les deux romans, je trouve qu'elle est très maîtrisée. Voilà, on sent que voilà, il sait écrire tout simplement. Il a écrit des romans historiques avant, donc c'est vrai que ça se ressent. Alors, du coup, dans celui-ci, peut-être que par moments, c'est peut-être un peu froid. Du coup, c'est peut-être un peu compliqué de s'attacher au personnage, mais en même temps, j'ai encore davantage aimé celui-ci, en fait, le commandant François Chanel, notamment pour les personnages. Donc, il y a un petit peu moins de froideur, je pense, au niveau des personnages, au niveau de ce qu'on ressent, au niveau émotion pour les personnages dans Commandant François Chanel. Et voilà. Mais sinon, l'enquête était assez intéressante. On apprend à connaître le commandant François Chanel, comment il est arrivé là, parce qu'au départ, il a fait des études de psychologie, et notamment de morphopsychologie. On apprend pourquoi on le surnommait tiré à quatre épingles, avec qui il travaille. On apprend aussi à savoir, peut-être pas le rendre très sympathique, mais il n'aime pas forcément travailler. Alors, non, c'est pas qu'il n'aime pas travailler avec des femmes, c'est que, ni qu'il les considère comme moins capables que des hommes, c'est qu'il préfère travailler entre hommes. Mais il va se retrouver, alors dans les deux romans, il va se retrouver à chaque. Alors là, deux stagiaires, dont une femme. Non, pardon, une stagiaire et un jeune homme qui va l'aider. Et là, avec deux stagiaires féminines. Donc, mais bon, du coup, on va le voir un petit peu changer d'avis, quand même très bien les intégrer à l'équipe. Donc, dans celui-ci, en fait, ils vont enquêter sur l'assassinat d'un avocat qui défendait des personnes pas recommandables du tout, qu'il a réussi à faire libérer alors que voilà, ça c'est les problèmes de la justice, malheureusement, c'est qu'on arrive à remettre en liberté des salauds finis grâce à des avocats très doués. Et il va s'avérer que voilà, cet avocat va être tué, va être retrouvé assassiné de façon... Enfin, il a été torturé avant, donc de façon assez spéciale. En même temps, on ne compatit pas sur les victimes, là non plus, hein, on ne compatit pas sur la victime non plus dans celui-là. Et voilà, il va être aidé donc dans son enquête par son équipe, le commandant François Chanel, par une nouvelle stagiaire qui est très douée, qui a des relations, donc ça aide beaucoup aussi, et par un jeune homme qui a ce qu'on appelle alors j'ai encore oublié, qui a été frappé par la foudre et qui a le syndrome du... Oh là là, c'est pas noté, je vais pas retrouver ce que c'est. Euh... Ouais, un garçon frappé par la foudre, mais il est frappé d'un syndrome qui s'appelle le savant. Oh, je sais plus. En fait, il sait plein de choses, ou il apprend plein de choses. Il suffit qu'il regarde une fois quelque chose pour le retenir. Enfin voilà, c'est devenu un génie en fait. Et on ne sait pas trop qui est. On va comprendre à la fin qui est en fait ce personnage et pourquoi il se retrouve mêlé à ça, parce qu'au début ça paraît un petit peu bizarre, mais on va comprendre à la toute fin pourquoi. Et on va surtout découvrir des choses pas très nettes sur cet avocat, sur son comportement, notamment vis-à-vis des femmes, son obsession pour le roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary. On a d'ailleurs des citations de Madame Bovary à chaque début de chapitre. Et ça nous emmène dans les arcanes voilà, du 36 quai des Orfèvres, mais aussi de la justice. Donc à ce niveau-là, c'était intéressant, l'enquête était intéressante. Le dénouement, je ne m'attendais pas à ça. C'est-à-dire qu'il y a tellement de personnes qui pourraient lui en vouloir et le tuer que... Voilà, on va même parler d'un sujet assez dur, qui est hélas un sujet qui reste d'actualité. Donc voilà, bon, on reste voilà, dans un roman policier, roman noir presque, je dirais même, parce qu'il y a des problèmes voilà, de société. Quand on voit que la justice est pourrie comme ça voilà, ça donne pas envie, quoi.
C'est un peu triste. Et voilà, donc le dernier qui sort le 29 juin, donc quand vous aurez la vidéo, il sera sorti il n'y a pas longtemps. J'ai déjà mis de toute façon ma chronique sur Instagram. Donc on retrouve le commandant François Chanel. Par contre là c'est une jeune femme qui, non pas une, ouais, pas une quarantenaire, qui est retrouvée assassinée. Elle vient d'être cambriolée, donc évidemment il y a les deux cambrioleurs qui vont être impliqués, sauf que nous on sait que ils ont fait que cambrioler la maison, ils ne l'ont pas tuée. Donc qui a tué cette femme qui vient de perdre son mari, qui est 3 fois veuve quand même. Donc, voilà, donc là on va suivre le parcours de cette femme. On va surtout suivre un des cambrioleurs, Laurent, et puis une jeune femme que le commandant va prendre sous son aile parce qu'il a hérité d'un vieil hôtel parisien qui tombe en ruine et en fait il attend l'avis d'expulsion parce que le truc n'est pas réparable. C'est voilà, c'est humide, il doit y avoir des champignons là-dedans. Mais voilà, c'est un héritage familial, il veut le garder à tout prix. Et ça sert d'abri, c'était déjà le cas dans Exécution. Là, c'est aussi, il récupère des jeunes comme ça, un petit peu perdus, et il les aide. Donc là, il aide Salomé. Donc j'ai vraiment trouvé le personnage donc, de ce jeune cambrioleur et de Salomé très attachant parce que ce sont des jeunes en fait qui sont en rupture de banc, qui n'ont pas été aidés ni aimés par leur famille, voire pire parfois. Et du coup, ça les rend très attachants. Et en même temps, on va en apprendre aussi davantage sur la victime, qui est Alban, si je ne dis pas de bêtises. Alors voilà, qui est 3 fois veuve, qui était une superbe femme, mais on en apprend un petit peu plus sur elle. Et là, c'est pareil, moi, j'ai eu aucune sympathie pour cette femme, c'est horrible. Et je me suis dit, tout compte fait, on peut faire un parallèle entre son parcours à elle. Pourtant, elle n'a pas eu, on se dit, elle n'a pas eu voilà, une jeunesse super géniale non plus. Et on pourrait comprendre qu'elle devienne comme ça, mais en même temps... non, c'est difficile de pardonner. Et je me dis, on peut faire un parallèle entre elle et entre Salomé et Laurent, qui ils ont tous eu une enfance et une adolescence très compliquées, ce qui fait qu'ils ont fui un peu leur famille. Donc, mais on se dit que Salomé et Laurent n'auront pas forcément le même parcours que Alban, et voilà, ça c'est bien, notamment parce qu'ils auront trouvé des gens sur leur route qui les aideront, je pense. Alban a trouvé aussi des gens qui l'ont aidé, mais peut-être pas des personnes recommandables, on va dire. Mais bon, je ne vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler non plus le roman. On comprend, voilà, on comprend la fin, on comprend le pourquoi du comment. Et là, c'est les. Alors, je ne sais pas si l'auteur va écrire d'autres romans avec François Chanel, puisque là, c'est la fin. Ils vont déménager, ils vont s'installer rue du Bastion. Donc, c'est la fin du 36 quai des Orfèvres, enfin, si je puis dire, hein, parce que la police, elle est toujours là. Hein. Mais voilà, c'est un petit peu la fin de ce mythique 36 quai des Orfèvres. Donc je ne sais pas si on aura une suite, c'est encore possible, hein, puisque c'est des enquêtes séparées, donc on peut suivre le commandant sur d'autres enquêtes. Les livres sont assez courts, en plus ils se lisent très bien. Je vous dis, l'auteur, voilà, sa plume est très agréable à lire. Donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi. Et là, c'est vrai que j'ai vraiment eu un attachement pour les personnages secondaires, notamment, et une détestation phénoménale pour la victime. C'est moche hein, quand c'est comme ça. On se dit la pauvre, elle a été tuée, mais en plus, on n'a aucune compassion pour elle. Mais c'est comme ça. Ensuite, j'ai lu 2 pavés pour le mois de juin. J'avais lu Le sang et la cendre. Je suis contente, ça m'a pas trop ralenti pour les autres lectures quand même. Et pareil, en lecture commune, j'ai lu Crescent City de Sarah Gimas. Alors le tome 1, c'est Maison de la terre et du sang. J'espère que le tome 2 va bientôt sortir en poche parce que bon, c'est vrai que le tome 2, les deux sont sortis en relié chez De Saxus, hein, ils sont magnifiques, mais voilà, j'aime bien quand même, j'ai lu parce que c'est, voilà, vous avez quand même une demi-lune, vous avez qui est doré, le titre qui est doré, tout ça, enfin je trouve que c'est quand même un bon travail, et c'est quand même, je crois qu'il fait 1050 pages. Ouais, 1050 pages. Mais ça se lit très bien, c'est la première fois que je lis Sarah Gimas. Alors je sais qu'on lui a reproché pas mal de choses. Bon, moi, j'ai pas retrouvé forcément ça. Enfin, ce que j'ai vu qu'on lui reprochait, en tout cas, je l'ai pas retrouvé là-dedans, puisqu'on va suivre l'héroïne Brice, qui est. On devrait peut-être dire Bryce en anglais, mais ça me fait bizarre de dire Bryce. On est dans un monde fantastique. Hein, elle est mi-faée, mi-humaine, donc déjà elle était mal barrée dans la vie parce que c'est une métisse, c'est une bâtarde. Son père, c'est un faé, mais on ne sait pas qui c'est. Enfin, les gens ne savent pas qui c'est. Nous, on le sait. On finit par l'apprendre. On ne le sait pas tout de suite, mais on finit par l'apprendre. Donc, elle en a un peu bavé. Et en fait, elle a 3 meilleures amies, notamment Danica, qui est une louve, enfin, qui est une métamorphe et qui va certainement devenir la chef de la meute.
de Crescent City, au plus grand déplaisir de sa mère, voilà, qui est moins forte qu'elle, qui a moins de pouvoir qu'elle. Donc elle a un avenir radieux qui se dessine devant elle, Danica, enfin radieux mais pas facile parce qu'en même temps, ils sont plusieurs, en fait chaque maison a sa milice si je puis dire, sans qu'il y ait de terme péjoratif derrière ce mot, et ils sont chargés de protéger la ville. Il y a aussi des humains, hein, il y a des faillés, il y a des métamorphes, il y a des sorciers, enfin voilà, il y a plein de créatures mais il y a aussi des humains. Donc notamment les humains sont plus fragiles puisqu'ils n'ont pas de pouvoir, eux, donc c'est plus compliqué pour eux évidemment de se balader dans Crescent City. Il y a des vampires, voilà, il y a plein de créatures comme ça qui ne demandent qu'à ne faire voilà, qu'un petit repas de votre personne. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc Brice, elle n'a pas, évidemment, comme elle est que à moitié faillée, elle n'a pas énormément de pouvoir. Elle est très amie avec Danica et jusqu'au jour où c'est une fêtarde. Elle travaille pour une galerie qui est tenue par une magicienne sorcière qui d'ailleurs n'a pas rejoint sa maison parce que c'est divisé en plusieurs maisons, hein. Il y a 5 ou 6 maisons, alors je ne sais pas s'il y aura un tome par maison. Je ne sais pas trop parce que quand on voit, et le deuxième a l'air assez gros aussi. Et du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, sa meilleure amie. Oui, donc oui, voilà, la sorcière magicienne pour laquelle elle travaille devrait être dans je ne sais plus quelle maison. La maison des sorcières, en fait. Et en fait, elle a refusé pour rejoindre une autre maison qui s'occupe notamment, pour simplifier, on va dire les âmes des morts. Donc voilà, en fait, quand quelqu'un meurt, ils le mettent sur un bateau, il traverse une rivière et il se retrouve sur une île où ses restes, son âme vont être accueillis, mais il se peut qu'il ne soit pas accueilli sur l'île et dans ce cas-là, le bateau se renverse. Ce qui est un déshonneur au total pour certaines créatures. Voilà, et voilà, donc elle est assez fêtarde, elle est très fêtarde avec Danica, avec ses 2 autres amis. Dedans, il y a une mercenaire. Il y a une danseuse étoile qui est en fait, qui est une faune, qui a réussi à devenir danseuse étoile. Elle-même, elle est passionnée de danse, Brice, mais bon, comme elle rentre pas tout à fait dans les standards, parce qu'elle a c'est plus réservé aux humains ou aux sylphides, je crois. Bon, je sais plus. Mais le truc que j'ai oublié déjà, c'est horrible. Ma tête est un véritable, un véritable gruyère. Donc voilà, mais par contre, son amie, elle, a réussi, à force de travail acharné, à rentrer voilà, à devenir une danseuse étoile. Et donc, elles sont assez fêtardes, hein, surtout Danica et puis Brice. Et puis, il y a un drame terrible qui advient. Bon, je vais peut-être pas trop vous en parler parce qu'ils ne le donnent, ils disent qu'il y a un drame sur la 4e de couverture, mais ils ne disent pas lequel. Et ça va bouleverser la vie de Brice et on va la retrouver 2 ans plus tard et elle va se retrouver confrontée aux événements qui ont eu lieu 2 ans auparavant et notamment à poursuivre un assassin mystérieux, certainement un démon. Voilà, donc comme elle était aux premières loges lors la première apparition de ce démon, on va arriver, elle se trouve impliquée et elle doit enquêter avec un ange qui s'appelle Hunt. Alors c'est très complexe, hein, l'univers, très complexe, c'est très développé. Il y a des centaines d'années, je crois, certains anges se sont rebellés contre les anges supérieurs, c'est pas des archanges, je sais plus comment ils s'appellent. Non, tu sais, ma tête du gruyère. Voilà, ils se sont rebellés contre l'ordre établi, ils ont perdu la guerre, et maintenant ils sont devenus des esclaves, c'est-à-dire qu'ils portent un tatouage pour dire qu'ils sont sur le poignet, qu'ils sont des esclaves, mais ils portent aussi comme une couronne d'épines, un peu à l'image du Christ quand il a été emmené vers la croix, qui est tatouée aussi sur leur front. Donc c'est essentiellement des anges qui se sont rebellés, mais il y a aussi des spectres, il y a eu des métamorphes, enfin, il y a plusieurs sortes de créatures. Et voilà, ils se retrouvent esclaves, et c'est horrible ce qu'on leur fait faire, ce qu'on leur a fait subir. On va en apprendre de plus en plus sur Hunt, sur Brice aussi, parce qu'elle cache bien des choses, Hunt aussi. Et il y a un moment de l'histoire, je me suis dit, ah non, c'est pas possible. J'étais écœurée, j'étais dingue, je dis non, il va y avoir autre chose. Parce que vous avez la résolution à un moment, je me suis dit non, c'est pas possible. Et en fait, il reste encore, je sais pas, 200 ou 300 pages, je sais plus, mais je me suis dit non, c'est pas possible. Et en fait, vous allez avoir encore plein de rebondissements. Alors franchement, moi, ça m'a énormément plu. J'ai lu ça assez rapidement malgré les 1050 pages. Voilà, l'univers est très riche.
J'ai beaucoup aimé, voilà, il y a énormément de rebondissements, chacun a ses secrets. La fin, ça se termine en une bataille finale qui est très impressionnante. Tout l'ordre va être bouleversé et on se dit que ça pourrait se terminer sur ce tome-là, mais il y a une suite. Et du coup, je me dis, mais dans quelle direction va partir l'auteur? Parce que ça pourrait se terminer comme ça, en fait. Bon, évidemment, vous vous doutez qu'il va y avoir un petit quelque chose entre Brice et Hunt, sauf que c'est pas trop possible, puisque elle est à moitié femme, moitié humaine, et lui, surtout, c'est un esclave. Donc, c'est un peu compliqué. Mais voilà, le courant passe, donc on peut pas aller contre ses sentiments et contre son désir. Et voilà, franchement, j'ai bien aimé. Je trouve que ça se lit bien, c'est prenant. Donc j'attends que le second tome sorte en poche. Après, c'est vrai, je ne l'aurais pas sorti si je l'avais pas eu en lecture commune, hein. Donc, parce que c'est un pavé, je me dis que tout ce que j'ai à lire, j'ai pas trop le temps de lire des pavés. Mais là, c'était l'occasion, voilà, pendant la lecture commune, d'échanger un peu nos impressions et justement de sortir le livre, hein. Ça, du coup, ça vous motive. Donc là, j'en ai 2 autres de prévues au mois de juillet. Bon, il y en a une, il faut que je la fasse parce que c'est pour le prix de l'imaginaire. Je vais la faire, de toute façon, c'est la seule qui me restait à faire. La deuxième, c'était Dune. Bon, Dune, c'est pareil, c'est pavé. Puis là, on est dans de la SF, donc je ne sais pas trop. Mais je verrai bien. Ensuite, j'ai terminé de lire le tome 2 de Astro et Nef de Violaine Jeannot aux éditions Explora. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Je l'avais lu dans le cadre du prix de l'imaginaire, justement, parce qu'il était dans les présélectionnés. Donc, parce que la fin se termine d'une façon assez éprouvante, avec beaucoup de rebondissements. Donc, j'avais hâte de lire le second tome. Donc, je ne vais pas trop vous parler de ce second tome pour pas trop vous spoiler. Je vais juste vous rappeler un peu ce qui se passe dans le tome 1. Nous sommes dans le futur. La Terre est en train de partir en vrille, hein. Il y a voilà, beaucoup de problèmes climatiques, de problèmes de ressources. Au point qu'il y a de plus en plus de gens qui sont inféconds. Je ne sais pas si le mot existe, mais dans le livre, c'est utilisé. Je ne sais pas s'il existe, par contre. Voilà, qui sont non féconds. Et pour pour différencier les gens, on leur tatoue un N ou un F sur le poignet. Encore une fois, vous voyez cette histoire de, voilà, de poignet tatoué. Ça ramène jamais à des choses reggae. Avec un N pour les non féconds et un F pour les féconds. Voilà, pour bien les distinguer, parce qu'il faut surtout faire très attention aux féconds, parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent encore se reproduire et donner des enfants, et voilà, et que la race humaine puisse continuer à exister. Le début du tome 1, évidemment, vous en doutez, l'héroïne Daphné qui est ici, apprend, alors elle est, et ça on l'apprend, enfin, elle est en couple, on sait qu'elle est en couple, on apprend après qu'elle était institutrice, donc évidemment elle a un gros désir d'enfant et malheureusement elle apprend qu'elle n'est pas féconde. Donc pour elle c'est une catastrophe, ça remet complètement son monde, ça remet tout en question, tout est bouleversé et on la retrouve quelques temps après, elle est sur un navire qui s'appelle l'Avenir. Voilà, les humains ont commencé à construire des vaisseaux spatiaux pour aller conquérir d'autres planètes, pour sauver la race humaine, pour emmener notamment des féconds, pour les mettre à l'abri et construire un nouveau monde ailleurs. Donc il y a des navettes qui sont envoyées pour préparer le terrain. Il y a des planètes qui se servent d'arrêt, en fait, de pause. On se ravitaille, on répare le vaisseau. Mais des planètes, voilà, on a envoyé dans ces planètes des anciens prisonniers, on a allégé leur peine, on les a libérés, mais à condition qu'ils prennent le risque d'aller sur des planètes inconnues qui serviront de ravitaillement pour les futurs vaisseaux qui partiront de la Terre pour aller vers la première planète qui a été colonisée, qui s'appelle Eden, que les humains ont appelé Eden. Donc dans le tome 1, on va suivre, en fait, on va comprendre comment Daphné a fait pour arriver sur ce vaisseau, parce que c'est pas évident, les places sont chères. On met surtout des féconds, mais on met quand même des non féconds, parce que les non féconds on leur attribue toutes les tâches ingrates, hein. Il ne faut pas fatiguer faut pas fatiguer les féconds. Voilà, donc il y a vraiment pas une guéguerre, mais une rupture sociale entre les non féconds et les féconds. Et Daphné, voilà, elle qui a toujours voulu avoir des enfants, ça a été un drame terrible dans sa vie. Sa mère a eu des enfants, sa sœur a des enfants, donc ce sont des féconds, elle ne l'est pas. Donc elle a tendance à se réfugier dans l'alcool, hein. C'est vrai que l'alcool, et voilà, il y a... Je crois que c'est noté d'ailleurs en trigger warning au début du tome 1, voilà, de faire attention, voilà. Parce que oui, tous les soirs, elle fait la fête et elle boit, quoi, parce que voilà, sa vie a été détruite, mais elle a cette envie, cette rage en elle
de faire en sorte que aussi que les non-féconds soient reconnus et que les féconds ne soient pas non plus obligés, parce que du coup les féconds sont obligés de se mettre en couple, de faire des enfants, des enfants, des enfants. Ils en ont peut-être pas envie. C'est pas parce que voilà, vous pouvez faire des enfants que vous en avez forcément envie. Se pose le problème aussi de votre cœur vous amène pas forcément vers un autre fécond. Donc on vous oblige à vous mettre en couple avec un autre fécond même si vous n'en avez pas envie. Voilà, donc c'est des sujets qui reviennent, voilà, donc les problèmes climatiques, le clivage social. Et dans ce second tome, on dirait il y a deux grosses surprises à la fin du tome 1. Et dans ce second tome, en fait, je ne vais pas vous en dire trop, c'est juste que, je vais juste vous dire que voilà, le vaisseau L'Avenir arrive enfin sur la planète Eden. Et il va se passer plein de choses. J'étais surprise de la direction qu'allait prendre l'auteur. Et j'ai bien aimé cette direction parce que voilà, c'est un petit rappel à l'importance de la nature. Et voilà, on va découvrir d'autres personnages. Elle introduit d'autres personnages auxquels je ne m'attendais pas du tout. En plus, j'aime beaucoup parce que voilà, à chaque chapitre, vous avez comme ça un ciel étoilé. Je trouve que c'est bien fait, ces petites touches comme ça dans les livres. Ça donne un peu de, voilà, un peu de couleur ici. Enfin, j'aime bien, je trouve que c'est bien. Là, il y a de plus en plus un travail éditorial qui est fait sur la couverture est superbe, quoi. Et je trouve ça très bien. Donc vraiment, c'est une duologie, hein. Ça se termine avec ce second volume. Et voilà, je vous le conseille. Je me demande si ça n'avait pas été classé dans Young Adult, mais Young Adult plus, hein, parce qu'on parle quand même d'alcoolémie, de reproduction, évidemment. Il y a quand même des scènes assez violentes, dans le deuxième aussi, surtout à la fin. Donc voilà, je vous conseille quand même, ouais, puis même pour la compréhension de certaines choses pour plus de 18 ans. Mais vraiment, franchement, allez-y. En plus, comme c'est, voilà, Explora, c'est pas une grosse maison d'édition, les livres sont plus abordables, c'est-à-dire qu'ils sont en dessous de 20 euros. Voilà, c'est vraiment, vous pouvez les avoir aussi en numérique, donc voilà, c'est vraiment, pour moi, ça reste une très bonne duologie que j'ai beaucoup appréciée. Je suis contente parce que j'ai réussi, il n'y a qu'un livre dont je ne vous ai pas parlé, dont je vous parlerai plus tard, mais voilà, je suis quasiment à jour de mes lectures de juin. Enfin bon, je pense que je vais encore lire un livre ou ouais, un sur, peut-être un deuxième ou un troisième, j'aurai bien selon le temps. Mais je suis contente, j'ai bien avancé. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à me mettre en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, s'ils vous ont plu, ce que vous avez pensé aussi des séries dont je vous ai parlé, Abyss et les Piliers de la Terre, me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Voilà, je suis curieuse, j'aime bien savoir ce que vous lisez. Puis après, des fois, il y a des titres que je ne connais pas, donc c'est intéressant de savoir aussi ce que vous lisez, si vous avez aimé, pas aimé, quel genre de romancé, ou de documentaire, c'est pas vrai, ou de graphique aussi. C'est vrai que je lis peu de graphiques parce que j'ai moins de temps, mais ça peut aussi être des graphiques. Voilà, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie si vous l'avez suivi jusqu'au bout, voilà. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de belles aventures livresques et à la prochaine pour un book haul certainement. Bye bye!